Voilà, c'est bon, c'est parti. Voilà, donc on va parler des créations démocratiques de Pistramis. Donc, au niveau de la genèse de ce livre, quand on a demandé à Philippe de nous écrire un texte pour l'almanach des révolutions, donc un texte sur les révolutions, ce qu'il voulait, il nous a envoyé quelque chose de tellement puissant qu'on a décidé de le faire en poche. On est très content d'avoir pu le mener jusqu'à la fin avec Philippe. Ces propositions démocratiques, en fait, c'est utiliser la puissance de l'informatique pour changer la société et pour renverser les choses. L'informatique d'aujourd'hui est utilisée pour renforcer les inégalités sociales. Elle devrait au contraire être utilisée au bénéfice de tous, en portant une attention particulière aux droits des citoyens les plus faibles et aux devoirs des plus puissants. Donc, quand Philippe nous a envoyé ce texte-là, moi je lui ai dit, écoute, on pourrait en faire un poche. Et il dit, ah oui, mais je ne voudrais pas qu'il y ait mon nom dessus. Parce que ce texte, ce sont que des propositions, donc il faut que ça évolue. Donc vous êtes là aujourd'hui pour que ça évolue. Voilà. Et puis, il me dit, à un certain moment, il me dit, encore mieux, je viens de trouver un truc qui fonctionne, je crois. On supprime mon nom, pas de nom. On est cohérent avec le projet, le nom est dedans. Le titre seul, impact, qu'en penses-tu? Puis là, je lui ai rappelé quand même que c'est lui qui l'avait écrit. Et il me dit, ah, ils sont tous les mêmes, ces éditeurs. Impossible de placer le livre anonyme. Voilà. Donc, on est parti de ça, et puis, on va discuter un petit peu de ce livre qui a plusieurs volets importants. Et pour ça, je passe la parole à Jean-Michel. Alors, donc, il faut savoir que Philippe est un homme branché, connecté depuis toujours. C'est pas pour rien qu'il est fondateur avec d'autres de la revue Revue.net, qui est vraiment une revue très importante, littéraire, en ligne, uniquement en ligne. Et ça date de très nombreuses années. C'est un compagnon de route de François Bon. François Bon est un pionnier dans le domaine de l'édition numérique et de la recherche. Qu'est-ce que c'est? C'est l'édition de nos jours dans le domaine du numérique et de l'informatique. Entre autres, la notion d'une plateforme informatique, numérique, digitale, comme lieu de publication, de diffusion, de distribution et de débat. Donc, ce compagnonnage, c'est un peu pour situer le contexte dans lequel ce texte s'inscrit, et donc un compagnonnage de longue durée, une réflexion aussi importante, qui, entre autres, s'enracine également dans le travail qu'il a fait par rapport au deuxième roman, c'est lequel? Le béton armé, Allegra, qui se passe à Londres dans la haute finance. Donc il faut aussi penser à ce roman-là comme étant un substrat des propositions démocratiques. Les propositions démocratiques font également, pour le situer, partie du travail sur l'Amérique. Pardon à l'Amérique, c'est bien cela, le projet. Donc c'est un ouvrage évidemment inachevé, qui sera probablement publié de manière inachevée, on verra dans les mois qui viennent. Et ce texte-ci faisait partie de ce projet aussi, non pas seulement pour notre almanach, mais il faisait partie. Donc ça fait partie d'une sorte d'écriture éclatée qui fait partie de son projet américain. Donc cette constellation dans laquelle s'inscrit ce texte me semble important de signaler, parce qu'au cœur de ce livre, de cette proposition, on peut difficilement parler de livre, c'est un livre ouvert, dans la mesure où Pascal et Philippe, il en parlera, Pascal, avaient songé, c'est pour un projet qui va se dessiner,
d'un site web consacré aux propositions démocratiques. D'autant plus que la volonté de faire connaître ce texte a été immédiate, c'est-à-dire dans les 2-3 jours après la décision de publier ce livre sous format texte, imprimé, il a lancé la traduction en anglais. Il a dit il faut le publier en anglais aussi. Et tout de suite, dans la même foulée, les amis argentins ont dit on va le traduire en espagnol, donc la traduction existe, et la traduction allemande vient d'être terminée. Donc on dispose de ce texte en 4 langues, qui veut dire que son impact, sa diffusion sera maximale, c'est le souhait. Je voudrais dire un mot par rapport à ça, c'est qu'en fait, les propositions, on avait pensé faire des colloques à Lausanne, donc c'est là qu'on avait contacté Xav Fante, et puis un également aux États-Unis, des rencontres aux États-Unis, donc la nécessité de le faire traduire, de le faire paraître en anglais était immédiate. Et puis il y a aussi l'histoire du web et de l'internet où effectivement l'anglais c'est la langue par excellence. Donc ce livre s'inscrit dans tout cela, et à juste titre, parce que le propos même, l'urgence qu'on ressent chez Philippe dans ses propositions, c'est qu'en est-il de la démocratie dans un monde régi en grande partie par le numérique, même si l'illettrisme numérique, voire l'accès au numérique ou au digital, est largement... les populations dans le monde sont largement inaccessibles pour la plupart des populations, mais ce domaine régit de part en part les transactions financières, la structuration des multinationales et des réseaux commerciaux, et maintenant la structuration du travail humain, avec la robotisation et un changement complet de paradigme industriel vers les technologies numériques. Donc, dans ce cadre-là, qu'en est-il de la démocratie? Ça, c'est la question que se pose Philippe. C'est urgent ici pour se poser, parce que de plus en plus, la démocratie nous échappe par tous les côtés. Ce n'est pas seulement grâce à l'informatique, c'est grâce, par exemple, aux lois sur le terrorisme en France, qui ont accaparé, grâce au dispositif d'urgence sur le terrorisme, de changer les lois de telle sorte que même les citoyens se trouvent en difficulté, ou risquent de se trouver en difficulté grâce au dispositif législatif qui a été mis en place. Ne parlons pas de la Catalogne, qui est un sujet extrêmement complexe, mais là aussi on voit un rétrécissement de l'espace public et des droits des citoyens. Et surtout des droits des citoyens qui se dirigent de plus en plus vers ce qu'on appelle une démocratie participative. Donc Philippe dit, mais dans ce contexte-là, il y a dans le domaine du digital, il y a des mécanismes qui nous dépassent, qui nous régissent et qui nous dominent, et qui sont en faveur, au service du capital, des riches, et des circuits de puissance et de pouvoir dans le monde. Comment peut-on mettre un holà à cela? De quelle manière est-ce qu'on peut? Alors, il identifie une nouvelle classe sociale, en quelque sorte. Alors, c'est tout à fait intéressant de parler de classe, hein, c'est marxiste comme connotation. Et en général, on trouve dans le domaine politique de moins en moins l'usage de la lutte des classes. Hein. La notion de classe, qui réintroduit cette notion de classe à discuter. Tout ce qu'on va dire ici n'est qu'à discuter. Une classe d'informaticiens qui serait au centre du névralgique de ce qui se passe au niveau de la création d'algorithmes, entre autres, de robotisation, les algorithmes étant justement ces programmes informatiques qui, dans le cadre des transactions financières, automatisent les flux. Tout d'un coup, la bourse va bouger, mais on ne sait pas ce qui fait bouger, et en général, ce sont des algorithmes. Les algorithmes régissent de très nombreux processus dans lesquels nous nous trouvons sans le savoir. Donc d'une part, il y a une revendication de connaissance, de savoir qu'est-ce que sont ces algorithmes. Les informaticiens sont ceux qui codent cela, au point qu'on va se poser la question, toutes les propositions démocratiques de Philippe, concernent le rapport entre le code informatique et la démocratie, le code informatique et la loi. Et au service de qui sont-elles? Alors voilà l'enjeu. Moi, je voudrais juste ajouter quand même quelque chose, c'est que quand Philippe a parlé de classe sociale des informaticiens
on a eu des discussions et je lui ai demandé à ce qu'il précise ce qu'il appelait les informaticiens. Et il le précise très bien, ce n'est pas uniquement les codeurs. Donc je vais vous lire ce qu'il dit. Donc c'est dans l'avant-propos. Il faut savoir que le texte donc des propositions démocratiques est affiché derrière. Dans le fond, vous avez 4 panneaux, donc vous voyez, c'est pas extrêmement long. Vous avez également des feuilles en dessous si vous voulez rajouter des choses. Comme l'ont été le prolétariat et la bourgeoisie, les informaticiens, dont le groupe se distingue de la profession homonyme, incluant mathématiciens, médiamaticiens, maîtres d'ouvrage, physiciens, codeurs, ingénieurs, techniciens, administrateurs, développeurs, modeleurs, rédacteurs, intégrateurs, ouvriers de production et de maintenance, assurant aujourd'hui la pérennité et demain la chute du système néolibéral, chacun selon son savoir et ses capacités d'action, répondent à la définition de classe sociale, malgré l'hétérogénéité idéologique, générique et fonctionnelle de cette classe, reflet du monde contemporain en ses porosités. Voilà, cette classe sociale qui est extrêmement large. Et t'en fais partie, Isaac, de cette classe sociale? C'est pas. Oui, donc il y a énormément de choses effectivement dans ce texte. Vous entendez? Non. Oui, ça marche pas. Voilà. Alors, je te passe celui-ci, comme ça. On n'attend pas trop. Voilà, bonjour, merci de l'invitation. Déjà, c'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose de très différent. On pensait pouvoir déjà tous discuter en fait aussi de ce texte. C'était ça l'enjeu. L'occasion aussi pour moi de rencontrer Philippe Ramy, que j'ai juste aperçu un certain nombre de fois, et donc je suis très touché aussi en fait d'avoir cette occasion de revenir sur ce texte, de me positionner et de le faire parler en fait, de continuer à échanger là-dessus. J'espère que effectivement ce que vous essayez de faire, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'un débat s'engage sur ce type de questions et sur, en l'occurrence, la place en somme que les informaticiens, alors on en appelle à cette classe, mais la place que, disons, un certain rapport à l'informatique qui doit être reconfiguré. Dans quelle mesure est-ce que ça peut changer le monde dont on voit qu'il est de plus en plus effectivement constitué par l'informatique? Alors toute l'algorithmique, évidemment, c'est aussi déterminant. Ce qui me semble très important à rappeler peut-être, et ça c'est entre guillemets une expérience de terrain, alors on n'a pas vraiment l'habitude de voir les personnes qui viennent de l'université parler d'une expérience de terrain, mais c'est un petit peu ce que je revendique en l'occurrence, c'est-à-dire que ça fait des années maintenant que j'enseigne le code, donc la programmation, à des étudiants qui n'ont pas du tout choisi cette filière, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans une optique davantage littéraire. Et en fait, je suis heureux de voir que il y a ici une prise en considération en fait, de la chose informatique comme pouvant avoir un impact très déterminant. Et ce qui est très particulier, et ça c'est justement un des points qui soulève une question en fait, à l'intérieur de ce texte, c'est qu'on en appelle alors à une classe. Alors on a déjà pas mal discuté de ça ensemble, hein, sur dans quelle mesure on pourrait parler de classe ou pas. Effectivement, il faudrait en parler. Moi, ce qui me frappe dans ce texte, peut-être, c'est déjà ce sentiment d'urgence, effectivement, dont vous parliez, et puis aussi cette idée que c'est du côté d'une sorte d'intervention en fait, de ces, entre guillemets, ouvriers qui ont cette compétence privilégiée qui leur permet d'accéder à cette matière un petit peu cryptique que serait justement l'informatique. Et en fait, il y a une partie de moi qui est d'accord avec ça, c'est-à-dire qui est d'accord avec cette idée qu'il y a véritablement un enjeu très fort, et il y a une partie de moi qui considère que ce type de langage, en réalité, même s'ils ne sont pas encore partagés, sont véritablement, c'est une nouvelle langue, et que l'appel qui est lancé à l'intérieur de ce texte à mobiliser toutes les personnes qui ont ce type de compétences pour qu'elles interviennent, j'aimerais aller même encore plus loin, c'est-à-dire j'aimerais dire, mais c'est vous tous qui êtes en train d'écouter ici, qui pouvez construire un rapport différent à l'informatique, et donc il n'y a pas de délégation à faire vraisemblablement vis-à-vis d'une classe particulière. Par contre, il est certain qu'il y a un enjeu démocratique qui se joue autour de ces objets, c'est-à-dire que pour l'instant, et c'est aussi une découverte que j'ai dû faire moi-même au fur et à mesure de la pratique, disons, du rapport de l'informatique, c'est de se rendre compte que
ça aussi c'est des objets culturels. Ça aussi c'est des objets, et en fait on doit à chaque fois les reculturaliser. C'est un grand effort. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces objets, en fait, donc le code informatique et autres, on a tout à fait moyen d'en faire l'histoire. D'ailleurs, c'est une grande nouveauté maintenant, qui sort justement le code peut-être de cette façon qu'il a d'être présenté, aussi dans ce texte comme quelque chose qui permet d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire de réaliser quelque chose, de faire des transformations. Le code, c'est aussi quelque chose qui peut être sujet à un regard esthétique. On peut avoir le même type de plaisir qu'on peut rencontrer par rapport à un texte de Philippe Ramy qu'on va lire, par rapport à la façon de faire une phrase. On va pouvoir retrouver ce même genre de choses par rapport à un texte qui... En fait, je parle de texte, mais pour moi, le code, c'est véritablement devenu un texte à part entière. Et là, il y a un enjeu, c'est-à-dire que c'est une langue qui, de plus en plus, est déterminante et qu'on ne parle pas. Et il est de plus en plus clair aujourd'hui que pour nous, pour vous tous, il faut maintenant qu'on récupère en fait ce genre de compétences, c'est-à-dire qu'on puisse se les approprier pour créer des foyers de résistance. Et là, pour moi, il y a un véritable enjeu, effectivement, et c'est en ça que je pense qu'il faudrait que ça puisse se généraliser, c'est-à-dire qu'on ne peut plus déléguer, et c'est là où peut-être j'en appelle à aller déjà un petit peu plus loin, ce qui est une transformation, mais à aller plus loin, c'est-à-dire faire en sorte que ces compétences se généralisent, faire en sorte que en fait, ces objets ne soient pas juste des sujets à quelques articles dans le matin ou dans le 20 minutes qui reviennent à dire « tiens, tel algorithme en fait peut décider ceci, etc. » Non, c'est des objets culturels à part entière. Et ces objets culturels à part entière, on peut en faire la critique, on peut se les approprier, on peut retourner vers eux. Et là, il y a un véritable enjeu démocratique. Là, il y a des propositions démocratiques à faire. Et ça suppose justement de créer des hybrides, le genre d'efforts qui sont très très compliqués et qui pourraient amener justement un petit peu, comme le demande Philippe, à ce que, eh bien, on change un peu cet ordre mondial qui est esquissé, alors peut-être de façon très, dans une veine très utopique justement. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. En parlant d'utopie, je vais repasser la parole à Jean, par rapport à un ouvrage de Zuppirolli, Libero Zuppirolli, qui paraît ces jours-ci. Oui, alors effectivement, Philippe, pour faire le lien, Philippe Ramy dessine une utopie dans cet ouvrage qui est vraiment très vague et très large. C'est-à-dire, quelle promesse est-ce que la technologie, celle des algorithmes entre autres, celle des informaticiens, peut offrir pour un avenir démocratique, ou plus démocratique. Il va très loin. Hein. Je vais faire le lien avec Zuppirolli. Mais juste nommer un certain nombre d'horizons, d'attentes que Philippe dessine dans ses propositions. L'informatique au service de la démocratie, la lutte contre la pauvreté, les algorithmes à l'envers, des contraintes que les informaticiens vont imposer au système tel qu'il est, donc le renversement, la redistribution des richesses, bref, on a là tout un programme. Alors Zuppirolli, lui, dans son livre que nous apprêtons à publier dans quelques semaines, voire quelques mois, très prochainement, s'intitule donc « Les utopies du XXIe siècle », lui aussi, il s'interroge sur les technologies qui ont un impact, comme on le disait tout à l'heure, fondamental dans nos existences à toutes et à chacune. Et donc, il va prendre un certain nombre de ces utopies, hein, en essayant de voir dans quelle mesure la technologie est un fait. Il admet cela, tout comme Philippe Ramy. C'est un horizon indépassable en quelque sorte. Toute l'histoire de l'humanité montre que les avancées entre guillemets, hein, technologiques et les avancées sociales se conjuguent de manière décalée, avec des déphasages en permanence, et ce qui pose problème, c'est pas tant le fait qu'il y ait ces ajustements progressifs qui se mettent en place. Il faut simplement imaginer qu'est-ce que c'est que l'écriture dans l'histoire de l'humanité, ou l'imprimerie, ou tout ce qu'on appelle des prothèses qui font partie de l'humanité en quelque sorte, qui nous constituent, nous font en compte.
Alors, il n'y a pas un refus de la technologie ni chez l'un ni chez l'autre de ces auteurs, mais il y a qu'est-ce qu'on en fait, quelles promesses on attribue, alors soit de manière en disant ben voilà ça va, on entend parfois par rapport à des utopies pharmaceutiques, hein, pour donner un exemple, hein, parce que Zubirli va passer en revue une grande quantité de ces technologies diverses qui couvrent tout le champ de la société, de la politique, de l'économie et de la science. Par exemple, si on prend le domaine de la santé, on a développé, c'est ça qui est étonnant, grâce aux avancées en principe technologiques, c'est la même chose dans le domaine de l'agriculture, on va projeter au fond nos désirs d'un monde meilleur sur ces objets qui sont pleins de promesses et qui finalement sont mis au service non pas justement de ces promesses d'un monde meilleur, mais asservis aux puissances de l'argent, aux puissances de la politique, aux circuits commerciaux, à l'asservissement des peuples. Donc le travail de Zubirli est un travail de démystification, de critique fondamentale de l'usage de la technologie et des dérives et de la démesure dans lesquelles elle s'inscrit. Et il essaie de comprendre, au fond, quelles sont les dynamiques qui font qu'on asservit ces technologies et comment on peut les libérer en quelque sorte. Et c'est un peu l'appel de Philippe Ramy à une liberté qui est confisquée. Donc ce n'est pas une critique ni chez l'un ni chez l'autre de la technologie en tant que telle, mais elle n'est pas neutre, hein, loin de là, loin de là. Mais d'essayer de voir quels sont les mécanismes, en tout cas Zubirli va creuser très à fond, quels sont les mécanismes qui font qu'on part dans des dérives, qu'on construit des rêves, et là-dessus, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Juste vous lire la proposition démocratique numéro 18. La population investira les informaticiens du pouvoir exceptionnel d'attaquer l'édifice qu'ils ont jusqu'alors défendu et de vivifier l'équité et l'espérance révolutionnaire au moyen d'un nouveau code informatique destiné à assurer une répartition équitable des ressources et des richesses naturelles et produites en temps réel et à l'échelle planétaire. Programmé selon l'idéal révolutionnaire d'égalité, il sera dans un premier temps implémenté dans les outils informatiques de la finance, mais aussi indissociablement lié à ceux dont se servent les États et les multinationales. Il prélèvera un pourcentage sur toutes les transactions boursières et financières, sur les marchés officiels et opaques, tout en gérant l'exploitation, l'acheminement et la distribution des matières premières et des sources d'énergie. Dans un second temps, ce code informatique sera affiné en tenant compte des paramètres sociaux, économiques, politiques, géographiques, climatiques et historiques des populations, indépendamment des décisions politiques prises par les États, les groupes d'intérêt ou les mafias. Dans un troisième temps, ces algorithmes seront sanctuarisés, constituant le cœur actif d'une démocratie planétaire, enfin dotée des moyens de ses ambitions. Isaac, ça se fait. Il n'y a qu'à s'y mettre. Vaste programme. Oui, alors, effectivement, ça c'est typiquement, un fragment qui suscite débat. Il y aurait énormément de choses à dire, alors peut-être quelques petites choses, évidemment. Si je reviens vraiment phrase par phrase, mais là je suis sur la version anglaise, alors une seconde. Voilà, donc on parle de nouveau, en fait, dès le départ de cette classe, ou en tout cas de ces informaticiens qui pourraient être investis de quelque chose. Moi, j'aimerais souscrire à ce rêve, en fait. C'est vrai que ça a l'air extraordinaire. Je suis peut-être moins optimiste que Philippe, c'est-à-dire que je crains que, aujourd'hui, en fait, dès à présent, on a tendance à surévaluer peut-être le pouvoir, entre guillemets, de ces algorithmes. Ça serait déjà la première chose que je pense qu'on est face à une machine
mais là, pas dans un sens informatique, c'est-à-dire on est face à une sorte de machinerie, une suite de conceptualisation qui amène les individus à entretenir un rapport de foi, en fait, vis-à-vis de l'informatique et de ce qu'elle peut faire. Et j'ai le sentiment à certains moments que c'est un petit peu à cet appel-là, c'est-à-dire donc il y a à la fois cette invocation d'un idéal révolutionnaire où il y aurait quelque chose à faire, mais pour faire arriver à un ordre nouveau qui, lui, devrait en un sens se paramétrer dans une logique très positiviste, c'est-à-dire les algorithmes eux-mêmes pourraient, jusqu'à un certain point, peut-être avec une intervention humaine à un certain moment, aboutir en fait à une solution qui permettrait justement de réduire les inégalités de façon générale. C'est vrai que pour moi, là, il y a un côté très manifeste dans ce texte, et que donc il y a un appel justement à commenter et à voir comment est-ce que ce souhait général peut être opérationnalisé. Et j'ai l'impression que un petit peu toute l'histoire, tu évoquais l'histoire générale tout à l'heure, je crois que la résistance et les foyers de résistance en fait se travaillent de façon beaucoup plus locale. Et qu'en fait, même si effectivement il y a des règles du jeu qui ont été définies par rapport aux questions de la finance, qui dictent, disons, il y a une foi collective autour de ce genre de processus. Je ne crois pas qu'un code informatique ait ce pouvoir du jour au lendemain en fait, de détruire ces structures. Je crois beaucoup plus, par contre, à une capacité, et là je reviens sur dit tout à l'heure, c'est-à-dire je crois beaucoup plus à une sorte de meilleure connaissance de ce qui se passe réellement derrière, pour que justement ces objets-là ne soient pas considérés comme des objets soit totalement opaques, soit considérés comme des objets totalement familiers. Et aujourd'hui, en fait, on a cette schizophrénie en permanence. C'est-à-dire que tout le monde a une pratique assez, ou en tout cas de plus en plus de gens, ont une pratique assez assidue, que ce soit les réseaux, les objets technologiques et autres, en même temps avec une connaissance qui est en chute libre par rapport à leur processus. Et ça, c'est toujours quelque chose de très très dangereux, en fait, lorsque ça se met en place. Et en ce sens-là, je rejoins Philippe, c'est-à-dire, il faut que véritablement les ouvriers, enfin, les personnes qui sont partie prenante et qui, pour l'instant, malheureusement, sont justement des personnes qui se libellent elles-mêmes comme informaticiens, mais qui n'ont pas nécessairement la conscience éthique qui accompagne ce type de processus. Mais il faut aussi que les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas informaticiens, se disent j'ai affaire là à un objet. Je donne un cours de publication numérique et dans le cadre de ce cours, très souvent, enfin pour commencer, disons le débat se polarise toujours très vite parce que je leur demande qui lit de la publication numérique, très peu de gens, enfin voilà, on retrouve des données en fait qui sont très partagées. Et il y a une espèce d'opposition qui ressort très vite. Moi j'aime le papier. Moi j'aime la sensualité du papier, moi aussi, hein, mais disons, j'aime cette matière, j'aime ce qu'il y a derrière cette idée de quelque chose de très très artisanal. Et en fait, il y a véritablement un enjeu là à dire, mais cet objet est un objet hautement technologique. Et en fait, vous devez le concevoir comme ça. Tant que vous ne concevrez pas cet objet-ci comme le résultat d'une histoire très complexe qui est passée par le parchemin, le manuscrit, etc., où il a fallu à peu près 80 ans entre les premiers moments où on a commencé à se dire que peut-être une couverture, un titre, ce serait une façon d'identifier quelque chose. À peu près 80 ans pour que les procédures se stabilisent. Donc là, on a un objet technologique en fait très très avancé qui ne se recharge pas. Ok, mais sinon, en dehors de ça, c'est un objet technologique. Et le fait d'aborder ce type d'objet, c'est-à-dire informatique, comme étant des objets technologiques, mais aussi ceux-ci, les mettre dans une continuité, fait qu'on peut commencer à les faire dialoguer. Donc on ne voit plus l'objet informatique comme quelque chose qui fait quelque chose qu'on ne comprendrait pas, qui n'a pas son histoire, etc., mais qui est purement technique. Et puis à côté, la culture. Et quand on connecte les deux choses, et que cette connexion, elle ne se passe pas uniquement par le discours, mais elle passe aussi par la pratique. C'est ce que je trouve très fort dans ce texte, c'est-à-dire il faut faire des choses. Il y a un appel très fort que vous relayez aussi autour de cette thématique de faire. Il faut se mettre au travail. Et sous-entendu, il faut commencer à parler cette langue, il faut commencer à l'écrire, il faut commencer à la lire, il faut commencer à voir quelles sont les belles œuvres de ce texte-là. Parce que là, il y a toute une littérature, en guillemets, maintenant mondiale, qui traverse et qui
vient, disons, infiltrer de plus en plus nos quotidiens, sur lesquels on est complètement illettré. Et pour moi, la première résistance, entre guillemets, elle est là, c'est-à-dire dans une logique un petit peu plus foucaldienne, disons, on peut essayer de créer des petits foyers. Et ces petits foyers, eh bien, c'est déjà par comprendre ces objets. Et ce que peut esquisser Philippe ici, j'ai l'impression que si ça doit arriver, ça arrivera seulement après ça, c'est-à-dire après cette réappropriation de ces objets. En tout cas, ce qui est très fort, pas fort, mais la revendication qu'il y a au fond de ces propositions, c'est la responsabilisation de tout un chacun dans le domaine qui est le sien, en particulier dans les domaines névralgiques comme celui de l'informatique et du digital. Donc, il en va d'une éducation démocratique qui va de pair avec une éducation technologique. L'une sans l'autre mène justement au pire désastre, à une déconnexion de la société par rapport à ces objets, et donc leur donnant une capacité de nuisance plutôt de nuisance pour les populations en général et de profit pour les autres, les minorités riches et puissantes. Je pense qu'il y a aussi derrière les propositions de Philippe l'idée du hacker, en quelque sorte, qui lui va avoir un travail de disruption, comme les whistleblowers aussi, qui est plutôt de l'agit-prop, de l'action politique forte, d'infiltrer les réseaux, de les déréguler, de les faire partir en tilt. C'est aussi une possibilité d'action dans ce domaine, qui ne serait peut-être pas démocratique dans le sens de processus démocratique, mais d'action coup de poing. Dans la rue, parfois il faut le faire. Je ne sais pas s'il y a ça aussi chez Philippe, mais il y a une volonté de penser ces personnes comme des révolutionnaires. C'est un terme utile. Oui, c'est très clair. Quand il dit donc la proposition 17, là, qui est très courte, investit d'un pouvoir immense dont il n'a pas encore pris la mesure, l'informaticien entretient le maître qu'il nourrit. Mais demain, il s'affranchira de son autorité. Comme le bourgeois a supplanté le roi dont il était le banquier, l'informaticien réduira l'oligarque à sa merci au lieu de l'engraisser. Je pense que tu vas dire quelque chose. Oui, juste sur cette notion du faire, effectivement, il y a un livre qui est paru, l'auteur maintenant m'échappe, mais d'un sociologue qui s'est intéressé à tout le processus des Fab Labs, et c'est l'âge du faire en particulier. Il y a un véritable retour sur le faire maintenant. Et il y a un enjeu en fait autour du hacking, mais le hacking pris de nouveau dans un sens qui peut être tout à fait non technologique. J'aime beaucoup cette image qu'on cite souvent justement pour expliquer la conception du hacking. À partir du moment où, sous votre lit, vous vous servez simplement de votre balai pour aller chercher quelque chose sous le lit, vous êtes en train de hacker votre balai. C'est-à-dire que vous êtes en train en fait de le détourner de son utilisation primordiale pour l'amener à faire autre chose. Le hacking, c'est rien que ça. Et effectivement, il faudrait que ce soit généralisé au code avec le plus de gens possible. Voilà, donc... ok. C'est parti. C'est amusant parce que l'angle d'attaque de Philippe, c'est le code, le langage, et évidemment, son approche de technoscientifique, c'est le code. Et moi, j'ai envie d'élargir ça finalement aux technoscientifiques. Un paradigme technoscientifique, en fin de compte, c'est un paradigme qui n'est pas bien compris, c'est pas bien connu, ça fait peur. Il y a toutes ces questions aujourd'hui des fake news et puis de l'accès à la connaissance et sa validation. C'est quelque chose qui fait partie de ces enjeux cognitifs. Et donc, au fond, aujourd'hui, on a les Fab Labs, c'est plus professionnalisant, mais on a des hackerspaces qui essaiment un peu partout, et on a la condition logistique, on a l'infrastructure potentielle à travers les hackerspaces qui essaiment un peu partout de réessaimer les sciences à partir du bas, de l'intérieur de la société, de faire infuser ces connaissances autour du partage, de l'impression 3D, de coding day, etc. Alors on va peut-être pas tous apprendre du Python et tu sais, faut-il je parle, c'est quand même, il y a une multiplicité de langages. Alors c'est passionnant, c'est bien de les faire connaître, mais il n'y a pas que le code. Il y a toutes les IA qui après nous permettront de manipuler un certain nombre de données, il y a toutes les infrastructures techniques, il
On peut construire des machines, on peut construire des robots, on peut construire des exosquelettes bientôt. Et finalement, peut-être c'est bien d'élargir aux technoscientifiques dans le sens large. Et de dire qu'on a déjà quelque chose aujourd'hui qui existe dans ce sens depuis 4, 5, 6 ans, un peu partout dans le monde. Et ils envisagent d'utiliser ça dans les villages en Afrique, qui sont coupés, ou je sais pas, en Afrique, mais ça peut être partout dans le monde, où on est dans des zones rurales coupées des possibilités urbaines pour construire des infrastructures de base, pour imprimer des lentilles pour mieux voir. Enfin, c'est quelque chose de plus vaste, j'ai l'impression. Ouais, moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier dans cette histoire, c'est qui est derrière une machine, qui est derrière un code, et pour quelle raison, et pourquoi on fait un code, et puis quelle intention on le fait. C'est toujours cette même question. Après, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit, puis je trouve effectivement que la meilleure solution pour avancer dans les problèmes de ce genre, c'est que les gens les approprient. Donc c'est d'apprendre les langages. Il n'y a pas besoin de coder tous les jours pour ça, mais en tout cas de savoir comment ça fonctionne et puis de savoir ce qu'il y a derrière. Donc en quelque sorte d'apprendre soi-même les choses pour les démystifier, pour savoir ce qu'elles sont. J'ai l'impression que je n'ai pas lu tout ce texte, je me réjouis de le lire. Philippe était vraiment un très grand ami, on en parlait tout à l'heure. Il s'est peut-être même mis à essayer de faire du hacking à un moment. Voilà. Mais derrière les hackers dont vous parlez, il y a des bons hackers, il y a les hackers qui le font pour la société, pour des bonnes raisons. Et puis il y a d'autres gens qui sont bien moins recommandables et qui vont essayer, eux, d'escroquer d'autres gens, enfin, de s'approprier des choses qui sont pas à eux, enfin, aussi de prendre la naïveté d'autres gens pour essayer de se faire du fric avec. Et puis après, l'autre chose, moi je dirais, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que oui, dans ça, il y a de la technologie, alors ça c'est clair. Par contre, il y a quelque chose qui a pas avec ceci, c'est toute la télémétrie qui va avec l'informatique. La télémétrie, c'est mesurer les données d'un individu pour savoir qui est cet individu, quelles habitudes il a, et puis à partir de ces données-là, de reconstruire justement, soit par l'algorithme, soit par d'autres choses, d'autres stratégies, des stratégies qui permettent de gagner de l'argent, et beaucoup d'argent dans une masse énorme de gens, donc des milliards de gens qui de plus en plus ont des téléphones portables et des ordinateurs portables, qui sont à chaque fois monitorés, chaque seconde, à chaque geste qu'on fait. Pour ça c'est quelque chose de très inquiétant. Voilà. Je passe. On continue comme ça, et puis. Je sais pas, à quel moment. On verra bien. Ouais, vous êtes sur la scène, mais c'est pas. Vous pouvez être dans le public maintenant, en fait. On va faire la révolution. Hein. Moi, j'ai une remarque et une question. La remarque, j'appartiens à la catégorie des illettrés technologiques dont il a été question, un peu moins illettrés en matière de philosophie politique, et dans cette proposition 18 de Philippe, que j'entends pour la première fois, je viens de l'acheter mais je n'ai pas encore lu, je suis quand même un petit peu choquée par cette espèce de paradoxe vertigineux qui consiste à vouloir, par le biais du code, imposer la démocratie. Ça, c'est une tentation qui n'est pas nouvelle dans l'histoire, mais à mon avis, ça rappelle un petit peu trop des démarches genre révolution culturelle, pour lesquelles je n'ai pas trop de sympathie, tout en me versant évidemment pas dans le néolibéralisme. Ça, c'est ma première remarque. La question, et c'est une vraie question, alors, j'ai été très intéressée par le discours que j'ai entendu sur l'informatique, mais comme vous le savez, comme tout le monde le sait, le discours sur l'informatique est double, et le discours dominant dans les médias, dans les conversations de salon, de café de commerce,
c'est souvent, au contraire, cet apport de démocratie que l'informatique, la numérisation, etc. nous aurait apporté. Personnellement, je suis plus sensible à l'alarme qui est lancée ce soir, mais ma question est la suivante. Ces deux discours nous apparaissent juxtaposés. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui les tiennent. Et personnellement, mais encore une fois, je suis très ignorante en la matière, je n'ai jamais assisté à un véritable effort théorique, mais ça doit exister, sauf que je n'ai pas les bonnes références, pour mettre ces discours non seulement l'un face à face de l'autre, mais pour qu'ils entrent en dialogue, en débat, en discussion. Est-ce que c'est faux de dire que l'informatisation de la société nous a apporté des conquêtes démocratiques, justement dans l'ordre du participatif qui était évoqué tout à l'heure? Est-ce que la critique tout à fait certainement pertinente que vous venez de faire sur la base des écrits de Philippe invalide le discours sur la démocratie participative qui sera induite par l'informatisation? Et voilà, j'ai absolument pas de réponse et je me réjouis de vous entendre. Première chose, c'est pas l'imposition de la démocratie par le code, c'est le processus de démocratisation du code qui est souhaité dans les thèses de Philippe. C'est-à-dire qu'une réappropriation de moyens techniques en vue d'une démocratisation de la société et d'une juste répartition des richesses. C'est ça l'horizon. Donc, il ne s'agit pas que le code soit l'instrument de la démocratie, c'est plutôt qu'on responsabilise, on se responsabilise les groupes sociaux qui sont directement liés à sa mise en place. Programmer selon l'idéal révolutionnaire d'égalité, etc. Programmer selon l'idéal révolutionnaire d'égalité. Donc on programme la démocratie. C'est-à-dire que la programmation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire, je vais ponctionner les flux financiers pour les redistribuer. C'est ça que ça veut dire, coder, programmer. Tu programmes une redistribution des richesses. Parce que ce sont des programmes qui captent la richesse. Et toute la question qui avait été sur la taxe Tobin qui a été mise au début, hein, Macron est le premier à avoir caché sa tiroir maintenant. Ça, c'est un processus de programmation pour capter des flux financiers qui sont redistribués là où ils devraient être. Donc, évidemment, c'est un programme qui va mettre ça en place. C'est une technique de programmation à des buts démocratiques. Alors, je ne vois pas très bien le danger idéologique qui se situe là, parce que c'est à nouveau une manière de mettre la technique au service de, non pas être au service de ce. Je ne sais pas si je réponds, je ne pense pas. Mais je crois que Daniel. L'autre chose sur l'informatique et les rêves de démocratisation de la société grâce à l'informatique, j'y crois absolument pas. En plus, je dis croire, hein, on parle de croyance, c'est des choses significatives. Là, ce sont à nouveau des promesses. Le discours qu'on tient sûr pour faire passer, c'est là où Zucchironi est fort intéressant, c'est parce qu'il va décortiquer toutes ces promesses. Dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces promesses? Mais Daniel. Oui, effectivement, je vois les mêmes problèmes là dans ce paragraphe 18. Pour moi, c'est très clairement une vision léniniste, trotskiste et maoïste de la révolution. La population investira les informaticiens du pouvoir exceptionnel d'attaquer l'édifice. C'est l'élite révolutionnaire, le petit groupe révolutionnaire qui est investi par la population d'amener le salut pour tous. Et je m'étonne énormément et je pense que
les informaticiens qui ont effectivement un esprit révolutionnaire et qui essayent de subvertir le système s'étonneront aussi. Eux, c'est plutôt dans une démarche anarchiste qu'ils avancent, aussi du point de vue d'organisation, du point de vue de l'esprit, du point de vue aussi de la technologie qu'ils ont. Je ne veux pas polémiquer contre ce manifeste-là. Je le trouve extrêmement sympathique pour simplement sa recherche de nouvelles perspectives, sa recherche quelque part, c'est aussi une recherche qui a déjà une longue histoire d'un nouveau sujet révolutionnaire, mais attention, dans sa recherche, depuis que la classe ouvrière est en crise, il y a eu plusieurs recherches dans ce sens. Je rappelle André Gortz, par exemple, dans les années 60, bientôt 50 ans, qui trouvait dans l'intelligence technologique la nouvelle classe révolutionnaire, et on voit que effectivement, dans la société post-industrielle, les nouvelles classes moyennes ont maintenant le pouvoir, mais c'est plutôt la base politique d'un Macron que de quelqu'un d'autre. Et j'ai énormément de sympathie pour cette recherche et énormément de réserve dans ce qui est proposé. Du reste, c'est le but de Philippe, à mon avis. Je ne sais pas quel est. Comme c'est à la fois un manifeste des propositions démocratiques, on est dans une structure de discours qui fait qu'il y aura des formulations qui sont vraiment sujettes à caution. Quand je lis dans certaines de ces propositions où la notion de peuple disparaît pour celle de population, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la politique, pensée politique? L'État fait place à la société humaine. Et c'est dans les propositions démocratiques de Philippe. Là, j'ai de la peine à adhérer à ceci parce que c'est d'une généralité telle, un niveau d'abstraction tel que je ne sais pas à quelle philosophie politique ça se rattache, à quelle dynamique, à quelle pensée politique. Donc, effectivement, on a essentiellement des propositions qui sont sujettes à caution, qui sont peut-être à décortiquer, à discuter. C'est le mérite, au fond, d'un texte comme celui-ci, de nous faire provoquer la pensée et de nous choquer peut-être. Je ne sais pas exactement, hein, il n'est pas là pour nous répondre maintenant, mais en tout cas, il nous laisse des pépites dures à croquer, voire même des considérations inquiétantes, qui nous traversent en lisant cette phrase. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, ça, on le ressent, parce que j'ai le même type de malaise qui a été relevé par rapport à ces passages. Moi, j'ai l'impression qu'à certains moments, il y a une sorte d'écrasement de deux... Alors, on sent qu'il y a une sorte d'appel à la responsabilisation de ces gens, c'est-à-dire, vous êtes des informaticiens, vous pouvez faire en sorte que ça change. Ayez une conscience politique, en un sens. C'est un peu ça l'appel. Au-delà de ça, justement, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que le code peut faire, et il y a d'autres choses que le politique peut faire. Et doit faire. Et ça peut être assez inquiétant de penser qu'on va pouvoir déléguer l'un à l'autre. Donc la délégation qui reviendrait à dire l'algorithme aussi sophistiqué soit-il, ou l'informaticien nouvel acteur en fait, au milieu de tous ces objets et nouveau souverain potentiel, ça effectivement c'est très inquiétant. Donc maintenant de là à ce que... C'est pour ça que moi ça me stimule plutôt à rebours, c'est-à-dire en me disant mais il faudrait au contraire que d'une part, effectivement, les informaticiens potentiellement puissent se positionner davantage. Qu'est-ce que je fais, en fait, quand je participe à différentes choses? Mais je pense que ça, ils le savent déjà, en un sens. Simplement, les leviers sont... je sais pas, disons, je pense que les leviers sont simplement difficiles à trouver aujourd'hui, c'est-à-dire les lieux de résistance. Et je pense qu'il faut simplement multiplier les foyers. Et c'est en ce sens-là que je disais qu'une multiplication des foyers, ça peut passer par l'acculturation à ces objets. Ce qui ne résout effectivement pas les questions de télémétrie et, disons, le fait qu'on soit observé, filmé, et toutes les reconnaissances faciales qui sont possibles ici. Pour moi, c'est encore... Voilà, peut-être sur Facebook, mais disons, ça c'est encore... Enfin, c'est tout un autre objet pour moi. Mais là, il y a effectivement deux plans qui se mélangent et je ne crois pas qu'on puisse
ramener l'un à l'autre, c'est-à-dire écraser, attendre de l'informatique ou d'un code qui puisse résoudre des questions politiques. Parce que sinon, là, je pense qu'on retombe un petit peu dans ce grand fantasme qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans l'histoire, qui est celui du big data, qui serait en fait notre nouvelle divinité potentiellement, c'est-à-dire le cumul de toutes les intelligences qui sait directement ce qui potentiellement est bien pour vous. J'ai tellement de statistiques, j'ai une capacité d'apprentissage tellement élevée que je sais exactement ce qu'il s'agirait de faire. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que, à la base, c'est quand même des humains qui ont constitué ça. Donc c'est là où, pour moi, il y a une réacculturation. Bien sûr que les algorithmes de deuxième, troisième génération vont se redéfinir leurs règles, mais il y a quand même des choix politiques à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas, disons, l'acculturation du, entre guillemets, code, c'est pas juste l'idée de coder en Python ou autre, mais l'acculturation à ce type d'objet va nous permettre de prendre des positions et de faire des choix politiques. Ce qu'actuellement, en fait, on ne peut pas véritablement faire, parce que c'est certaines sociétés à la Silicon Valley qui font des choix en fait beaucoup plus vite que nos gouvernements ou nos lois. On a un temps de réponse qui est beaucoup plus lent en fait. Donc on a un coup de retard. Il faut au moins, je dirais, s'acculturer un petit peu à ça. Moi je pense qu'aussi on oppose politique, enfin non, on dit voilà, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir, mais il y a aussi la société citoyenne. Et c'est aussi la citoyenneté. Je pense que dans ces propositions démocratiques, à quoi pensait Philippe, c'était aussi vraiment comment les citoyens peuvent en faire entendre leur voix, et sans passer parfois toujours par le politique et par les canaux politiques. Donc avec une forme de spontanéité, et comment parfois les informaticiens pourraient être dans aussi cette spontanéité pour faire entendre aussi quelque chose qui est beaucoup plus peut-être contemporain, moderne, et qui n'est pas forcément relayé par le politique, qui, comme vous le disiez, suit des logiques, des stratégies, des lieux, et donc, quelque part, freine parfois ces élans démocratiques, et puis aussi de conscience. Donc il y a cet aspect-là aussi de la conscience, dans le sens aussi, par exemple, pour de la planète, du vivre ensemble, de ce que c'est la définition d'une vie bonne. Et je pense que ces éléments-là sont des éléments que l'on pourrait peut-être mettre au cœur aussi de l'informatique. C'est juste une chose encore par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec le monsieur Ladame qui en parlait là. Il y a des côtés choquants dans certaines choses, mais je pense que Philippe, que je connaissais quand même bien, il avait envie de choquer, il avait envie, en fait il n'est pas là parmi nous, mais s'il avait été là, il aurait été heureux de ce débat, il aurait été heureux de provoquer un débat et que les gens fassent ces remarques, c'est-à-dire lui disent mais comment vous avez pensé ça, mais comment c'est possible, vous pensez une chose comme ça, etc. Parce que j'ai l'impression que ce texte a vraiment été fait pour ça, pour provoquer le débat, pour provoquer les réactions, et justement pour après qu'il y ait des idées émergent, que des stratégies éventuellement émergent, que d'autres gens arrivent à finalement participer à ce manifeste, et peut-être après d'arriver à le préciser, peut-être après d'arriver à en faire quelque chose, en faire un autre objet. Enfin voilà, c'est un peu une impression comme ça. J'aimerais encore juste préciser aussi quelque chose, parce qu'on en avait parlé avec Philippe. Il y avait en fait une notion qui me touchait, c'était la question de la puissance. Comment nous, citoyens, sommes confrontés à différentes informations, sommes parfois complètement aussi inondés par ces informations, nous sommes choqués et nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi faire de tout ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que... Et ben je pense que ces propositions démocratiques, elles vont un petit peu dans cet élan-là, c'est-à-dire aussi de se dire la souffrance, en fait, c'est la capacité d'agir. Et c'est de dire, ben voilà peut-être une manière de pouvoir mettre en mouvement des choses. Donc effectivement, je pense que toutes les propositions sont vraiment les bienvenues. J'ai aussi ajouté à ça que c'est comme l'œuvre d'un poète. Donc, quand même, on a une langue chargée en référent révolutionnaire, mais qui parle de l'informatique, qui parle de l'intelligence artificielle, et c'est pas anodin. Je te rejoins tout à fait sur le côté provocateur. Et puis, sur le fait que c'est un point de départ, je pense pas que ça se vaut l'œuvre d'un politologue. Mais je crois que ce qui a été rappelé en début de débat, c'est-à-dire qu'il y avait cette volonté en fait que le texte ne soit pas signé. Alors en l'occurrence, là maintenant c'est précieux parce qu'on voit bien, mais je veux dire,
c'est le propre d'un texte non cité, justement, qu'ensuite d'amener des polarisations et autres. Et effectivement, ça avait l'air d'être fait dans cet horizon-là, et je pense que c'est un peu dans cet horizon-là qu'on le prend, c'est-à-dire, on ne prend pas ça comme, je dirais, comme argent comptant, au contraire, on essaye d'envisager des voies de résistance et d'être choqué par certaines choses, certains propos qui ne vont pas, en fait. Moi, j'aimerais juste revenir aussi sur cette proposition 18, peut-être, parce qu'il y a une chose que je trouve assez touchante, c'est le futur, c'est l'usage du futur. La population investira les informaticiens du pouvoir exceptionnel d'attaquer l'édifice. C'est que j'entends un petit peu l'inverse, en fait, ou la peur de l'inverse. C'est-à-dire, la population n'investira absolument pas les informaticiens et ils continueront parfaitement à très bien défendre l'édifice qu'ils ont toujours défendu. Et j'ai l'impression que ce qui peut peut-être nous choquer vient peut-être aussi d'une vraie angoisse qui est les informaticiens. Tu faisais la différence, il faut différencier entre ce que font les ce que font les informaticiens et ce que font les politiciens. Et je trouve qu'une des choses qu'il faudrait peut-être, ou que je garderais comme de ce paragraphe, c'est non, quand un informaticien fait un code informatique, bah, il fait quelque chose de politique. Il défend quelqu'un, il le fait dans des intérêts spécifiques. Et je suis bien d'accord qu'il faut former la population au codage, savoir ce qu'ils font, ce qui n'aura pas lieu. Personne d'entre nous ne va probablement rentrer ce soir et essayer de comprendre comment fonctionne une ligne de codage. Non, je serais surpris, mais je me souviens que mon grand-père disait on aura moins peur du nucléaire le jour où on comprendra comment ça fonctionne. Et puis, je ne l'ai pas encore appris. Et puis, ça change, le nombre de choses que je vais devoir apprendre pour comprendre. Je ne sais pas non plus comment fonctionne ma voiture. Enfin voilà. Et tout le monde me dira mais essaye de comprendre et tu en auras moins peur. Donc je sais, il faudrait, mais je ne suis pas sûr que ça ait lieu. En revanche, je pense aussi qu'à l'inverse, les informaticiens doivent prendre conscience qu'ils travaillent à un édifice. Et que cet édifice est politique, et que par conséquent, quand ils font un code, ils font quelque chose de politique. Il y a plusieurs choses là. Alors la première chose, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles. C'est-à-dire c'est en train de bouger dans le bon sens. Avec des regroupements, y compris, on est en train de reparler maintenant de l'enseignement de l'informatique à l'école, sujet qui a été bloqué pendant des années, et qui, alors certains revenaient à chaque fois en septembre, ah mon Dieu, l'illettrisme de nos étudiants, etc. Puis, oui, mais après, où est-ce qu'on va caser ça? On n'a jamais plus le temps pour la gym, l'histoire, on n'arrive pas à faire passer ce qu'on veut faire passer, etc. Maintenant, ça change, c'est-à-dire il y a vraiment une volonté politique, y compris par rapport à certaines modifications très récentes, qui font que les révisions, disons, il y a des commissions mises sur pied pour faire en sorte que cette informatique, elle se réintègre et au niveau le plus bas possible, pour que ça fasse vraiment partie justement de la création d'une citoyenneté numérique. Ensuite, la deuxième chose, peut-être, quand je disais, attention, il y a des choses qui sont de l'ordre du politique, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'informatique, c'était pas du tout pour dire, finalement, l'informaticien écrit sa ligne de code, ensuite il va prendre son café, il rentre chez lui. Évidemment, il y a des incidences politiques par rapport à des choix qui sont perçus. C'est typiquement, on l'a vu avec Snowden, c'est typiquement un informaticien qui développe une conscience politique. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est simplement d'insister sur le fait que on ne peut pas attendre simplement des informaticiens de cette pseudo-caste révolutionnaire d'arriver à ce type de résultat. Il y a tout un enjeu autour, il y a tout un maillage beaucoup plus, je dirais, périphérique, en fait, qui va pouvoir intervenir, pas dans une... et qui, disons, ça va se jouer à des tas de points différents. Mais on en parle de plus en plus, en l'occurrence, en particulier par rapport à l'arrivée de toute la robotique. Quelles sont les responsabilités morales, par exemple, de ce type de, entre guillemets, individu, de tel algorithme? Quelle est sa responsabilité à partir du moment où il prend un choix particulier? Comment est-ce que ça se répartit? Donc le droit est déjà en train de penser ce type d'objet. Et ça, c'est clair que je te rejoins tout à fait, c'est fondamental. Oui, je pense effectivement que c'est très important d'apprendre à maîtriser ce langage et de le considérer comme un langage qui est porteur de quelque chose, mais je n'arrive pas à partager l'optimisme de ceux qui pensent que ça pourrait créer du nouveau et dépasser l'impuissance, ou même créer du spontané, parce qu'il me semble que c'est exactement le contraire qui est contenu en risque dans ces technologies. J'ai partagé aussi évidemment l'optimisme à propos de Snowden ou des hackers qui ont développé une action finalement très subversive,
Ils ont d'ailleurs été considérés comme des terroristes par les États. J'ai pensé que c'était en effet quelque chose qui était une ouverture formidable d'une reprise de pouvoir par la population. En revanche, maintenant, le risque que je verrais, c'est le moment où les algorithmes échappent à leurs créateurs et qu'ils fassent des conglomérats qui débouchent sur des inventions qui sont potentiellement destructrices ou absurdes. Je voudrais, ce que j'ai vu dans 2 domaines en particulier me fait assez peur dans ce sens-là. Le premier, c'est sur le plan pénal, où on utilise des algorithmes pour définir qui est dangereux et qui ne l'est pas, et où on espère, avec ces algorithmes, d'arriver à prévenir les crimes d'une manière tout à fait scientifique, ce qui aboutirait peut-être à l'idée qu'on ne punit pas des actes qui ont été commis, mais on punit ceux qui pourraient être commis. Et ça, c'est vraiment alors une dérive de la société qui me paraîtrait extrêmement grave. Dans l'autre domaine, c'est les technologies, les biotechnologies, et tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, où on peut imaginer qu'il n'y a plus rien de spontané, mais qu'on crée des... je ne sais pas quel mot dire, des êtres, ce ne sont même pas des êtres, mais... Voilà, exactement. Qu'on fait des créations qui échappent totalement à la maîtrise de l'informaticien. J'aimerais revenir à la notion de la classe sociale des informaticiens. Si on en parle, il faudrait voir aussi l'histoire qu'a déjà cette classe. Elle a au moins 40 ans, comme les éditions d'en bas. Vous avez parlé à juste titre du fait que c'est dans le domaine culturel, c'est une culture. Donc, ce qui me frappe dans l'histoire de la classe des informaticiens, c'est qu'elle a des analogies avec les subcultures, par exemple musicales ou aussi littéraires. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mouvement presque anarchiste de subvertir l'ordre donné, et puis il est tout de suite récupéré quelque part aussi, corrompu par le système. Et pour les informaticiens, ça se passe encore beaucoup plus vite que par exemple dans la musique ou dans d'autres arts, parce qu'effectivement c'est un pouvoir immense, c'est une force productive énorme. Et ce qui me désole, c'est que dans ce domaine des informaticiens, il y a tellement de gens qui se sont fait récupérer, mais aussi dans ce qu'on appelle le Silicon Valley partout. J'ai énormément de doutes que ça puisse être une classe révolutionnaire. Oh, c'est bien, ce débat est extrêmement riche. Je vais passer la parole à David, et puis après, j'aimerais bien, on a parlé avec Jean et puis avec Isaac, des suites à donner à ce débat, à ce livre, etc. Donc il y a des pistes, et Jean et Isaac vont nous en parler après. Je passe la parole à David d'abord. Je suis loin d'être un spécialiste de l'informatique, donc je le dis simplement au niveau de l'utilisation de ce que j'en vois notamment dans les entreprises. D'abord, il me semble que pour que ce soit vraiment démocratique, il faudrait que les informaticiens soient un peu plus au cœur du travail, des gens, des groupes, et non pas une caste à part, comme c'est le cas dans les entreprises, pas seulement une classe sociale, mais au sein des entreprises. C'est un département, c'est une sorte de black room, je ne sais pas quoi, on ne sait pas où elle est d'ailleurs en général. On doit appeler un numéro de service qui va nous répondre presque automatiquement, on devra répondre ou utiliser des feuilles automatiques, remplir des formulaires automatiques pour tenter d'obtenir quelque chose. Alors déjà, si on arrivait à casser cette séparation, il me semble qu'on travaillerait en meilleure intelligence. Et puis d'autre part, il me semble que ce n'est pas que les informaticiens qui sont en cause, c'est aussi les gens qui en font usage,
comme le marketing, comme les processus d'évaluation, et toutes ces choses-là qui ont fait un usage pervers, ou des gens qui ont effectivement peut-être la foi, une foi excessive, presque religieuse, de certaines choses que pourrait faire l'informatique, aussi par rapport au big data dont on parlait tout à l'heure, ou de la capacité en informatique, la croyance que l'informatique va pouvoir prendre la décision à notre place, quoi. Et à s'en remettre. J'ai un exemple, ça c'est pas vraiment, je suis pas sûr de dire que c'est l'informatique, mais j'ai un exemple concret qui me frappe parce que je vois que c'est utilisé un peu partout. On remplit maintenant, on est un groupe de 10, de 100, de 1000 personnes, on remplit un formulaire, on répond à des sondages, et à la fin on fait la moyenne et on dit voilà, ça c'est le résultat, c'est la décision. Et c'est quand même dans des jurys qui prennent des décisions pour les concours, ça m'est arrivé une fois pour la radio. Et au final, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les 5 premiers choix qui ont été établis en fonction des critères auxquels on a répondu, étaient aucun des 5 premiers choix qui étaient chacun des jurys. On a dû les rechercher dans les 10, 12, 15 suivants parce que c'était une moyenne, c'était médiocre, c'était pas le bon résultat. Et maintenant, je vois que partout, ces sondages sont utilisés. Et ça, c'est une question de croyance aussi. Ouais, il y aurait énormément de choses, enfin j'aimerais réagir à tout, mais peut-être directement sur cet élément-là. Et là, pour moi, justement, on entre vraiment dans le concret. C'est-à-dire que, déjà, ça pose la question du nombre, c'est-à-dire la foi dans le nombre. Finalement, on se retrouve, que ce soit vis-à-vis d'une statistique ou autre chose, on se retrouve dans cette idée que l'informatique saurait plus potentiellement. Typiquement parce que les données sont multiples, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je suis d'accord avec vous, le genre de difficulté que vous mentionnez par rapport à un service informatique, c'est le genre de difficulté qu'on peut rencontrer, ne serait-ce qu'à l'Université de Lausanne, par exemple. C'est-à-dire que ces systèmes fonctionnent encore, pour partie, sur un univers assez fermé, avec qui, en fait, le dialogue a été perdu. C'est-à-dire, on les appelle, et là, je pense qu'on est tous un peu responsables, en fait. C'est-à-dire que ce serait trop facile, j'ai entendu ça très souvent du côté des centres informatiques, mais ce serait trop facile de dire finalement les informaticiens s'enferment dans leur bulle, parce qu'on connaît des stratégies comme celle-là, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas de meilleure façon de garder un poste dans une entreprise que d'avoir produit un code que personne ne peut lire. On ne peut simplement pas vous licencier, parce que il faut tout faire. Donc on va vous garder jusqu'à la retraite parce que votre code n'est pas documenté. Aujourd'hui, il y a une démarche qui est très, je dirais, beaucoup plus sociale, ça c'est le web qui l'a amené, avec un véritable partage de connaissances. On se dirige plus vers ça, mais disons, le codage pendant tout un temps, ça n'était pas ça. Alors, on peut estimer que c'est des, entre guillemets, jeux de pouvoir, mais on a pu le voir, en particulier, et Claire, que je ne vois plus là, mais a plus que peut-être personne connu cette thématique, c'est-à-dire que lorsque vous voulez amener dans un contexte comme une faculté qui n'est pas justement acculturée aux objets informatiques, qui ont fait un usage purement instrumental, eh bien vous vous heurtez en fait à une sorte de délégation permanente. C'est-à-dire, oui mais ça c'est les informaticiens qui vont le faire. Et donc, bien sûr on leur reproche en un sens de s'être constitués en système, mais en un sens on ne leur parlait que pour leur dire mon ordinateur ne marche pas. Et faire sortir une structure informatique de son pur rôle de service, c'est un changement culturel qui est colossal, parce que ça suppose d'aller discuter avec ces gens, déjà de parler leur langage, et de leur dire aussi qu'ils peuvent parler le nôtre, et du coup commencer à échanger, et c'est ce qu'on fait maintenant, enfin de plus en plus, il y a ce mouvement des humanités digitales, en particulier dans les universités, y compris à l'Université de Lausanne, où il y a cet enjeu de dire non, on peut créer des hybrides, mais ça suppose des luttes qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire autant des luttes à l'intérieur de la structure purement académique, disons, traditionnelle, qui se dit non mais ça finalement c'est les autres. Le code, moi je ne fais pas, enfin ça ne m'intéresse pas, moi je vais utiliser quelques petites choses sur Word, mais pour le reste je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait apporter en fait que de mettre entre guillemets la main dans le cambouis, un peu ce que tu disais par rapport à la voiture. Il y a plus que ça, c'est-à-dire il y a un rapport à l'écriture, il y a un rapport à la lecture qui se reconfigure, et ça je pense que si moi j'en avais pas fait l'expérience, j'aurais le même type de positionnement par rapport à ces objets. Et donc je me dis, bon c'est vrai que là on a des sortes de structures, y compris à l'université, où les systèmes se sont autonomisés, les informaticiens font du service. Ça ne doit plus fonctionner comme ça. Et c'est en ça aussi que le texte de Philippe est intéressant, c'est-à-dire il veut sortir de là.
Il faut que les informaticiens fassent autre chose. Et moi, par rapport à ça, ce que je dirais, ce serait une proposition que je viendrais ajouter, c'est pour que ça marche, il faut aller dans les deux sens. C'est-à-dire, on ne peut pas juste attendre des informaticiens qui nous tendent la main, il faut qu'on leur tende la main. C'est-à-dire, il faut qu'on leur dise, j'ai envie de voir votre texte comme un livre, et puis qu'eux nous disent, j'ai envie de voir votre code comme un livre, et nous, il faut qu'eux nous disent, j'ai envie de voir votre livre comme un code. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et là, du coup, il y a quelque chose qui est en train de se passer vraiment dans les échanges. Et on peut espérer autre chose. Mais ça va prendre du temps. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Le monde de l'informatique est arraisonné par le monde du développement financier capitaliste. C'est le moteur même de l'informatique et vice-versa. L'expansion exponentielle des systèmes financiers et capitalistes ont été grâce à l'informatique. On est vraiment au cœur là. Et donc il ne faut vraiment pas se faire l'illusion de croire qu'on va pouvoir, par un geste révolutionnaire, c'est extrêmement lié, consubstantiel. Alors, ça me vient à l'esprit maintenant. Je deviens extrêmement pessimiste en y réfléchissant. N'empêche que c'est pour mettre ça sur la table. Moi, l'enjeu démocratique est encore plus grand. Je propose encore 2-3 interventions dans le public. Et puis, la question que j'avais posée sur le futur au niveau concret, par exemple les textes qui ont été traduits, etc. Je hack un petit peu le truc, mais je veux pas rester sur quelque chose justement de pessimiste. C'est-à-dire, pour moi, il y a un enjeu là, véritablement, et je pense que, évidemment, disons, ce qui explique l'explosion de l'informatique, c'est en particulier les structures qui existent, c'est-à-dire, tu le dis, ça a été lié à toute la démarche capitaliste. C'est certain. Au-delà de ça, c'est une pratique d'écriture, comme une autre. On ne peut pas réduire, en fait, ça à ce contexte, et aujourd'hui, voilà, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut se servir de ces outils pour créer d'autres choses. Et j'ai l'impression que c'est un peu vers ça que va Philippe, c'est-à-dire il s'agirait d'écrire un autre code qui permettrait de faire autre chose, c'est-à-dire qu'il soit en l'occurrence aussi découplé de ces questions financières. Et ça, on peut le faire, mais à partir du moment où on le voit comme un texte. Oui, alors je suis de retour, Isaac, j'ai été me chercher un thé chaud parce que j'avais trop froid. T'as entendu quand même ou pas? Non, mais on m'a fait le résumé du moment où j'étais pas là. Peut-être je reviens sur... moi, je consonne avec beaucoup de choses que tu as dites sur l'écriture, sur le langage. Je travaille professionnellement dans un lieu hybride, justement, en tant que chercheuse en sciences humaines, qui travaille avec des bioinformaticiens, et c'est juste totalement passionnant. Alors, je voulais revenir sur le code, parce qu'une des questions qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler les représentations qu'on a du monde informatique. Et comme théologienne, ça m'amuse toujours beaucoup de voir qu'on parle du nuage ou de la nuée et du cloud, ce qui dans l'Ancien Testament signale la présence divine, donc il y a tout ce qu'on projette là-dessus. Et Jacques Perret, professeur à la Sorbonne en 1955, a choisi, à la demande du président d'IBM, de traduire computer par ordinateur, parce que ça faisait penser à Dieu qui mettait de l'ordre dans le monde. Donc vous trouvez la lettre de Jacques Perret, 55 online, avec ça tel quel. Donc nous, on parle d'ordinateur parce que le professeur Perret, en 1955, a pensé que ça faisait penser à Dieu qui mettait de l'ordre dans le monde. Donc on a tout un héritage complètement fantasmatique sur ce monde informatique. Et nous, les littéraires, les gens des sciences humaines, on a intérêt à se mettre à bosser fissa. Donc en ce qui concerne le code, dans cet article 18, moi ce qui me va pas, c'est la représentation qu'il y a derrière l'usage du code. Comment vous voyez le code, vous ? Maintenant que j'ai fait mon petit cours Unix d'introduction un peu à la programmation Unix, etc., je vois les choses complètement différemment. Pour moi, le code, c'est comme un amas de cellules qui flotte et qui s'agrège à des choses et qui change. C'est un monde complètement souple. Je viens du milieu des manuscrits. Et plus on développe des projets, plus ce que je vois dans l'écran ressemble aux manuscrits anciens. Vous avez au milieu le code, et puis comme les codes, c'est des choses vivantes qui sont changées, c'est du langage, vraiment, qui foisonne dans tous les sens. C'est pas un truc carré, 0, 1, 0, 1, c'est vraiment... Alors oui, il y a des 0, 1 en amont, mais les gens qui touchent le 0, 1 à l'EPFL ou à l'Institut suisse de bioinformatique sont vraiment peu nombreux. Maintenant, tous les autres travaillent sur des langages qui entrent deux. Alors, quand vous voyez votre image de code,
on travaille avec une équipe d'Italiens, par exemple, ils rajoutent les commentaires en italien sur le code, autour, en bas. Donc total, c'est quasi kiff bourrico avec une image d'un manuscrit du Moyen-Âge, où vous avez le texte au milieu, puis toutes les gloses des commentateurs autour. Ça ressemble vraiment à ça. Et de la même manière, quand on parle de l'édifice que les informaticiens garderaient ou pas, moi, alors là, je ne sais pas à quoi on fait référence. Il y a un tas d'équipes de gens qui font tout ce qu'ils peuvent partout, mais de manière vraiment comme un corps vivant, avec des choses qui s'agrègent, qui sont parfois ensemble, parfois pas du tout ensemble. Il y a par exemple un grand projet suisse qui s'appelle DLCM et qui essaye de comparer les différentes manières de gérer les données dans les universités en Suisse. Ah ben, ils ne feront jamais un seul système pour la Suisse, je peux vous dire. Hein. Et ils vont chacun probablement garder ce qu'ils font et puis essayer le plus possible de rentabiliser, de mettre les choses ensemble. Donc c'est vraiment comme un corps vivant. Et la preuve de l'analogie des représentations entre l'informatique et le vivant, c'est la grande figure d'Alan Turing, que vous avez peut-être entendu ce nom, qui a vraiment jeté les bases de l'informatique qu'on a aujourd'hui, et qui est une figure un peu dramatique comme ça, parce qu'il était homosexuel dans l'Angleterre des années 50, condamné à la prison pour homosexualité. Finalement, il a choisi la castration chimique, et au total, il a été tellement mal qu'il s'est suicidé. Donc c'est une figure emblématique comme ça, et bien cet homme qui a jeté les bases vraiment de l'informatique qu'on a aujourd'hui, en bout de carrière, ou en bout de carrière si on ose dire, puisqu'il a mis fin à ses jours, est arrivé à la biologie et a notamment créé la notion importante de morphogenèse, de la forme des cellules. Parce qu'il y a vraiment un jeu de renvoi. Alors si simplement on arrivait à mettre le cloud en bas, et c'est la théologienne qui le dit encore une fois, oublier que l'ordinateur c'était notre fantasme, que tout soit mis en ordre, le grand code qui réglerait tous les problèmes, de mettre ça de côté, et puis d'accepter qu'on est dans quelque chose de très chimie au bout du compte, où chacun attrape un bout et essaye de faire le lien entre la vie physique, biologique et l'informatique, ben on aura déjà beaucoup avancé. Au fond, ce qui me semble important, c'est qu'il y a une culture qui existe, qui est en train de regrouper, d'exister, et il faut s'y intéresser. Il y a une culture technologique et scientifique qui est passionnante, qu'on retrouve dans le code, dans les hackerspaces, un peu à tous les niveaux des études universitaires, mais au quotidien. Quand on apparaît sur le smartphone, on peut aller avec des gens qui peuvent vous expliquer comment on peut le faire, et on peut apprendre des trucs au passage. Donc au fond, c'est une culture à laquelle il faut juste s'intéresser. Il faut regarder des livres de science-fiction, il faut s'intéresser à l'open source, il faut imprimer des trucs en 3D, enfin, il faut en faire partie. Je crois qu'il faut être dans la vie et dans les mouvements sociaux qui se passent aujourd'hui. Au fond, ça veut dire qu'il faut ouvrir les yeux, s'intéresser, être curieux. Tout ça, on l'a déjà. Et ces propositions, elles nous disent rien d'autre que, ok, on digère le passé, mais on regarde vers le futur, et puis on est des vrais êtres humains. Deux mots encore, juste pour dire que ce que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Madame tout à l'heure, je suis d'accord aussi avec lui. Puis bah voilà, c'est noté là, plutôt la vie, c'est vraiment ça. Oui, justement, j'allais reprendre justement sur ces deux gravures, juste avant de terminer. Plutôt la vie, donc en fait ces deux gravures étaient à la Fondation Mikalski, dans la chambre de Philippe. Et puis il nous a dit, ça serait bien qu'on mette une des deux couvertures. Et puis le choix a été plutôt la vie. L'autre se trouve à l'intérieur. Voilà, Révolution de mai se trouve à l'intérieur. Voilà, mais c'était vraiment le choix de Philippe. C'est des affiches de Max Papa. Voilà. Et donc je vous remercie pour ce débat qui fait que de commencer. Et maintenant, Jean, Isaac, les suites. On a parlé l'autre jour, il y avait des suites. Hein. Il faut que je rappelle parce que. Non, il ne s'agit pas de rappeler ou pas. Il y a l'éditeur qui va faire son travail, c'est-à-dire la diffusion de ce texte. Déjà sous format papier, mais comme on a les 4 textes en format numérique, je vais en faire un livre numérique et 4 autres, et qui vont être diffusés un maximum par tous les biais possibles et imaginables, qui puissent être lus et débattus. Ensuite, quel lieu Attends, Jean, quand tu parles en livre numérique, on va l'acheter en livre.
Non, il sera donné. Libre service. Libre service. Open source. Voilà, ça c'est la base. L'éditeur n'a pas à chercher à faire de l'argent sur ce genre de choses. Au contraire. Ensuite, il s'agit de rêver, de penser, susciter une envie de lieu pour que le débat puisse être mené et poursuivi. Alors là, il y a toute une série de possibilités. On peut imaginer des colloques. Alors, tout dépend de la forme que ces colloques prennent. Si c'est du top-down, probablement c'est pas très intéressant. Il faudrait plutôt faire des bottom-up. Penser à des formes de colloques et de rencontres qui soient plutôt style atelier. Non, parce que quand j'ai pensé, par exemple, on s'est dit avec Philippe, on va organiser un colloque à l'Université de Lausanne. Je me suis dit, oui, ouais, chouette, très bien, on va faire venir des experts et tout ça. Et puis, j'y pense maintenant au doigt. Je me dis, non, c'est vraiment pas la forme. Vraiment pas. Il y a d'autres formes de discussion et de débat possibles avec la possibilité de recueillir les données, les résultats d'une discussion, les pistes à mener. Donc, il faudra réfléchir également à la forme que prendra les débats que vous suscitez. Et puis, il y a effectivement le lieu qui est le lieu de l'informatique, une plateforme informatique qui pourrait être pensée, imaginée comme un lieu de débat, de discussion, où on pourrait avoir des commentaires, donc tout le problème de la modération se pose, effectivement. Donc on n'est qu'au début de l'imagination autour de cela, et on convie volontiers, on peut se transmettre les emails des uns et des autres, les pages Facebook et autres, pour qu'on puisse rêver à un lieu ou des lieux pour poursuivre le débat. Comme l'aurait souhaité Philippe, il aurait certainement été au cœur même de ce processus. Oui. Pour rebondir là-dessus, tu parles d'une plateforme envisageable et d'aller justement sur le lieu qui peut être le lieu des codeurs, parce que c'est eux, en un sens aussi, qu'on essaye de toucher. En tout cas, c'était la cible. Il y a GitHub, pour ceux qui connaissent. Ah, exactement. Claire en parlait tout à l'heure. Cette métaphore en fait du code informatique comme étant quelque chose de vivant, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui doit infiltrer nos pratiques. C'est-à-dire, ça n'est pas uniquement le codage, mais c'est aussi toutes les techniques participatives, qui des fois d'ailleurs ne sont pas nouvelles, c'est des revivifications de processus qui existaient déjà avant, simplement qui ont été abandonnés à certains moments de l'histoire par rapport à d'autres stratégies. Mais aujourd'hui, le fait de coder d'une façon particulière, de partager, enfin la viralité de l'informatique, sa capacité aussi à se transformer sur la base d'ajouts, parfois de personnes inconnues, eh bien ça, on est dans une logique de réplication, en fait, de réplication cellulaire, de modification, avec, c'est vrai, une dimension qui est très aussi bricolage, en un sens, c'est très très humain tout ça, en fait, complètement humain. Et je trouve que parmi les différents lieux qui sont envisagés, justement, la perspective d'envisager aussi de mettre ça sur GitHub est très satisfaisante et très réjouissante parce que c'est justement l'amener à l'endroit où les informaticiens, eux, vont chercher leurs ressources. Donc c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, aller toquer à la porte du centre informatique en disant « mais ok, cette fois je ne vous appelle pas pour vous demander de débugger mon ordinateur, mais est-ce que vous pourrez aller prendre un café ?» Ça c'est un peu la même chose en fait. Ça peut sortir sous des formes qui sont des formes d'objets, de publications numériques et autres, mais ça peut aussi être partagé sous une forme, c'est-à-dire ce texte va devenir un code. Et du coup, sujet à des réplications qui sont des réplications quasiment biologiques, avec comme acteurs non pas des cellules, mais des êtres humains. Modestement. Voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous, et puis on continue. Hein, on continue. Alors maintenant, jusqu'à entre le concert de Petit Greg qui vient tout juste d'arriver, je viens de voir, qui va jouer à 20h, il va y avoir des lectures, et puis à 19h, un petit mot des éditions pour vous dire pourquoi on fait ce finissage, et puis vous jetez 2-3 trucs sur ce qui va se passer. Et ça, c'est une surprise. Tout de suite.
Il fait froid ici. On aurait dit venez avec vos manteaux d'hiver. Sì, magari vediamo. Giusto per discutere quando lo faremo. Moi, je suis pas sûr qu'à la fin, je peux me faire ça. Avant ça, on a une présentation de la théâtre. Oui, ça va. C'était la Oui, mais j'ai mis l'envoi parce que ce que je me rends compte, c'est qu'on va toujours les seuls qui sont et alors que l'idée c'est de et là c'est bien tous les mois, tu vois, c'est très long parce que on va aller voir c'était il a fait très reconnaissable. Donc je vais
Non, ça c'est ouais, c'est ça. Oui, comme c'est ça. De toute façon, dans les 3 langues. Il laissait à disposition. Parce que pour moi, ils ont. Mais maintenant, la stratégie est contraire. Et tu peux pas parler ça. Non, les nécessaire, les gens ont changé. Et comment ça maintenant les bandes de mecs, et on peut se pencher. Mais c'est. Non, ils n'ont pas tort, et en fait. Oui. Je vais chercher. Parce que Linux, si tu fais que du texte, c'est fantastique. De toute façon, la langue en général, là, j'ai installé la fanfare.